Chers téléspectateurs de la RTCI, bonsoir et bienvenue à votre émission. Votre émission qui est DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission que vous le savez bien, une émission de l'AIDEF, Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux, ces structures qui militent pour la promotion et la protection de droits fondamentaux. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons continuer avec la thématique de notre émission précédente. Nous allons parler de l'administration de la justice en RDC, défis et perspectives. Ces thématiques, nous allons l'aborder avec notre invité de ce soir. Il s'agit de Maître Henri Wemboloa. Bonsoir Maître Henri. Bonsoir Maître Jaël Manzambi. Bienvenue Maître Henri. Merci, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Maître Henri, nous espérons en tout cas que vous êtes en pleine forme, et parce que ça se voit déjà, vous avez vraiment bonne mine, ça c'est très bien. Ça va, merci. Vraiment. Voilà, c'est avec Maître Henri que nous allons aborder ces sujets. Chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, nous touchons toujours les questions d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet. En date du 2 septembre, dans la nuit du dimanche à lundi, il y a eu des affrontements qui ont été éclatés lors d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Et lors de cette évasion, c'était déroulé sous une intense fusillade dont l'origine jusqu'à présent reste inconnue. On a vu on l'a vu dans la télé, sur les réseaux sociaux, que lors de cette évasion, il y a eu 2 morts, il y a eu 2 blessés. Maître Henri, un commentaire par rapport à ces tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala. Merci, tentative d'évasion ou autre chose, mais nous savons que à l'occasion de cet événement, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des incendies, il y a eu des femmes qui ont été violées, et donc un spectacle vraiment macabre, une situation pas du tout acceptable. Et cela s'est passé à la prison de Makala. Nos condoléances à toutes les familles éprouvées, et nous encourageons tous ceux-là qui apportent une assistance humanitaire aux victimes. Merci beaucoup, Maître Henri. Mais en parlant toujours de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la MONUSCO veut accompagner, surtout psychologiquement, les femmes qui ont été violées lors de cette évasion. Parce qu'on essaie un peu d'imaginer comment, lors d'une tentative d'évasion, on va même arriver à violer les femmes. N'est-ce pas? C'est cruel, c'est atroce. C'est vraiment de la torture. Ce sont des actes inacceptables qui se sont passés à la prison de Makala. Et là, nous saluons l'entretien de son Excellence Madame la Première ministre, Toulouka, avec Madame adjointe de la MONUSCO, qui ont parlé justement de cette question des femmes qui ont été violées. Et vraiment, nous souhaitons, c'est une prise en charge holistique dans tous les sens, sur le plan scientifique, sur le plan social, sur le plan psychologique, donc sur le plan médical, qu'on prenne en charge cette affaire. Et voilà pourquoi nous recommandons ici une enquête indépendante soit menée. C'est le lieu de voir bouger le ministère des droits humains. C'est une question fondamentale de droits humains. C'est aussi le lieu de voir la Commission nationale des droits de l'homme vibrer. Donc ça ne va pas, Donc nous encourageons, nous recommandons que le ministère de la Justice, le ministère des Droits Humains, la Commission nationale des droits de l'homme et les ONG, quelques ONG, se mettent ensemble pour faire vraiment une enquête, afin que toute la vérité soit connue sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre
quant au nombre de morts, quant à l'origine de cet événement. Il y en a qui parlent d'une tentative d'évasion, il y en a d'autres qui estiment que c'est un sabotage. Donc il y a vraiment une situation qui n'est pas bien comprise, et donc il n'y a qu'une enquête indépendante qui peut permettre de connaître la vérité. Surtout que même un décès dans des lieux de détention, avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, on voudrait toujours faire de la lumière une enquête. Et à plus forte raison avec tout ce qui s'est passé dans notre prison de Makala. Exactement, Maître Henri, une enquête vraiment par rapport à cette tentative d'évasion, comme l'avait dit. En tout cas, on ne sait pas trop vraiment qu'est-ce qui se passait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. On espère vraiment qu'il y aura la vérité dans cette affaire. Mais il ne faudrait pas seulement à la CNDH, moi encore au ministère des Droits humains, même le défenseur des droits de l'homme devrait également avoir un regard, et c'est un peu d'enquêter pour vérifier réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que nous avons dit. Nous souhaitons que ce soit une commission d'enquête mixte qui puisse faire ce travail-là. Et pourquoi pas, comme on a eu une commission d'enquête qui a suivi les événements de 19 septembre 2021, tout ça, il y a moyen aujourd'hui encore, avec le ministre, ou peut-être le livre du ministère des Droits humains, une commission d'enquête mixte avec le BCNIDH et autres partenaires possibles pour faire le suivi de cette situation. Vraiment. Merci beaucoup, Maître Henri. Oui. Et en parlant de l'intervention du ministère, on a compris que juste après ces tentatives d'évasion, il y a eu quelques décisions qui ont été prises au niveau du ministère de la Justice, ce qui n'a pas, en tout cas, plu à beaucoup de magistrats. Et on a constaté qu'il y a encore une confrontation qui continue entre le magistrat et le ministre de la Justice. Maître Henri, un commentaire en quelques secondes. Waouh. Moi, je ne pense pas qu'il y a une confrontation ou un affrontement. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques échanges et puis le violon ne s'accorde pas sur la façon de mener les réformes. Parce qu'aujourd'hui, les réformes en République démocratique du Congo sont nécessaires et importantes. Mais il y a des questions qui nécessitent un dialogue entre ces institutions. Vous voyez par exemple la question des détentions. Oui, détention, c'est prévu par la loi. Détention, il y a des avantages en ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens. On arrête les malfaiteurs. Mais aussi, on déplore que par moment, il y a détention sans tenir compte de la gravité des faits. Et c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, peut-être c'est en modifiant la loi pour dire et préciser qu'il faudrait qu'il y ait aussi des mesures alternatives à l'emprisonnement. Ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas tout fait qui amène à la prison. Aujourd'hui, on a des bracelets électroniques. Au lieu de détenir quelqu'un à la prison, il a un bracelet électronique. Il ne peut pas fuir, il les circule, mais on le temps juste d'instruire l'affaire et fixer au tribunal. Mais aussi, il y a une question importante chez nous, c'est le délai même des détentions préventives ou provisoires. Chez les militaires, là-bas, c'est une année. La loi veut que ça soit même jusqu'à une année. Je crois que c'est même contraire à la constitution de notre pays. C'est contraire aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. C'était seulement pour arrêter les militaires et pour dire pour garder cette discipline, mais il y a aussi beaucoup de civils qui sont arrêtés dans ces circonstances-là. 1 année, 2 ans, 3 ans et même plus. Ça, c'est anormal. Et donc, aujourd'hui, au niveau de cette question-là que vous posez, nous pensons qu'on peut faire mieux entre le ministère de la Justice et le corps, le pouvoir judiciaire, pour voir comment on peut obtenir des solutions aux problèmes de la population. Parce que tout le problème, c'est la population. Aujourd'hui, le ministre des Droits humains, il peut être acclamé et applaudi par la population. Donc, peut-être qu'il prend des mesures impopulaires, mais pas des mesures impopulaires, des mesures populistes, si on peut dire ainsi. La population acclame, nous le voulons, voilà. Mais de l'autre côté, au niveau parmi les magistrats, ils peuvent considérer que non, mais ce n'est pas normal parce qu'il y a la loi, il y a
Surtout l'indépendance des magistrats. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Et la population va dire que non, mais par moment, il y a des arrestations pour des intérêts économiques. Donc il y a tous ces problèmes, toutes ces réalités autour de la question qui nécessitent une bonne compréhension de toutes les parts, tant du côté du ministre que du côté du pouvoir judiciaire, pour se mettre ensemble et trouver des solutions. Et là, moi, je dis, le ministre veut aller vite avec des réformes qui sont voulues, qui sont attendues quelque part. Mais le pouvoir judiciaire veut aussi faire des changements et y aller aussi mollo en touchant ça et là. Donc voilà, donc, je ne pense pas qu'il y aura confrontation. Merci beaucoup, Maître Henri. Alors, on va finir avec l'actualité, avec l'AIDEF. Quelles sont quelques nouvelles, toujours dans cette lutte noble que l'AIDEF mène ou pour la promotion des droits de l'homme? Oui, merci beaucoup pour cette question, c'est important. Et nous sommes en train de faire des plaidoyers, plusieurs plaidoyers. Plaidoyer pour la création des comités de suivi permanent, de détention préventive. Nous espérons que ça sera fait dans la province de Kinshasa et même dans d'autres provinces de la République. C'était prévu même par la politique nationale de la réforme de la justice. Ce sont déjà des solutions qui ont été envisagées après les États généraux. Et donc ça traîne et ça n'a pas été fait. Nous pensons vraiment que ça sera fait et même des partenaires qui peuvent appuyer ces actions pour éviter de dire toujours que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça doit aller. On n'est pas là pour pleurer, pleurnicher tous les jours ou faire des rapports sur le mal, mais on veut aussi qu'il y ait des solutions. Et ces solutions apportent aussi, n'est-ce pas, le respect des droits des personnes. Ça, c'est une chose. Mais d'autres choses aussi dans notre plaidoyer, c'est la situation de la restitution des biens de la famille Moutindu, colonel Moutindu, qui a été arrêté dans le cadre de l'affaire assassinat de Laurent Désiré Kabila, et à son âme, une grande personne, mais on continue à citer son nom aujourd'hui dans des situations aussi comme celle-là. Suite à sa mort, on a arrêté plusieurs personnes, plus de 150 personnes, alors qu'en réalité, on a arrêté beaucoup d'innocents. À tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un est vraiment, a vraiment la décision de la cour d'ordre militaire qui aurait condamné les personnes. Jusqu'à la confiscation des biens. On a confisqué des biens. Ce qui fait un peu mal, c'est aussi la confiscation de la maison du feu colonel Moutindu. Vous savez quelle maison? C'est la maison ou l'immeuble qui abrite aujourd'hui l'auditorat supérieur de Madé. Nous pensons que c'est injuste, c'est anormal que de manière aussi arbitraire, je dis arbitraire parce que jusqu'aujourd'hui, cette maison du feu colonel Moutindu, vous allez à la conservation des titres immobiliers, c'est au nom des enfants du colonel Moutindu. Et donc, mais plus de 20 ans, cette maison est occupée par l'auditorat supérieur de Madé. Voilà pourquoi nous continuons d'abord à féliciter son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis que tous ceux qui étaient arrêtés dans ces conditions-là soient libérés. Il y en a aujourd'hui, les généraux Edi Kapende dehors, le colonel Moutindu, ils sont nombreux, ils sont tous sortis, une vingtaine sont sortis. Et le chef de l'État a pris la décision pour restituer le bien. Il y en a qui ont déjà reçu leurs biens restitués. Il y en a aujourd'hui qui continuent à plaider aussi pour qu'ils soient réintégrés dans le service de l'armée, de la mer et dans d'autres services. Mais aussi la restitution des biens. C'est là que nous plaidons aussi pour la famille du feu colonel Moutindu. Qu'on leur restitue leur maison qui abrite aujourd'hui l'auditorat supérieur de Madé. Il faut que cet auditorat travaille dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il y ait une famille soit là dans les pleurs de tous les jours parce que leur maison est occupée par l'État et c'est là qu'on rend la justice. Dans quelle justice on va rendre dans ces conditions-là? Qu'on rende la maison du feu colonel Moutindu. On a confisqué cette maison avant même la décision de la cour d'ordre militaire. Plus de 20 ans aujourd'hui, la maison est occupée par l'auditorat supérieur de Madé. Cette maison doit revenir à la famille Moutindu, comme le chef de l'État a ordonné
restitution des biens. Certaines des personnes ont reçu déjà restitution des biens. C'est l'exemple du général Edi Kapen, il a reçu restitution des biens. Il y en a encore d'autres. Que la famille Moutine aussi récupère sa maison. Il y a aussi une autre maison au quartier Abattoir, à Massina. Il y a un monsieur, je vais citer le nom, c'est monsieur Papi. À Massina, quartier Abattoir, ceux qui le connaissent, qu'ils aillent lui dire, c'est la maison d'autrui qui quitte cette maison. Le chef de l'État a ordonné qu'on restitue tous les biens. Il n'a aucun titre sur cette parcelle. C'est le nom du colonel Moutine dans les titres des livrets des logeurs. Vraiment, Maître Henri, nous espérons vraiment que cette plaidoirie va aboutir, parce que, comme on dit, la justice élève une nation. Quand il y a d'autres qui ont obtenu justice et d'autres non, ça crée vraiment de frustration. Ça apparaît aussi comme une discrimination. Exactement, comme de l'injustice. Voilà, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet, Maître Henri. Nous allons parler de l'administration de la justice, défis et perspectives. Maître Henri, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'administration de la justice? Voilà, nous sommes en train de parler de l'administration de la justice. L'administration de la justice, de par l'organisation judiciaire, il y a des cours et tribunaux, il y a des animateurs, des juges, il y a le parquet avec le magistrat de parquet, il y a aussi des auxiliaires de la justice. Et les auxiliaires de la justice, ce sont les secrétaires et les greffiers, mais les avocats, ce sont, comment vous appelez, ce sont ils sont là de manière indispensable pour aider aussi la justice à faire que le droit soit rendu selon la loi. Et dans les cours et tribunaux, les magistrats sont indépendants. Ça, c'est aussi important à retenir. Indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Soumis à la loi et non pas à leur propre volonté ou au dictat ou aux ordres de tel individu ou telle autorité, mais ils sont soumis à la loi. Cela dans quel objectif? Si vous lisez l'article 150 de notre Constitution, c'est pour que les droits de l'homme soient respectés. C'est pour que les libertés fondamentales des personnes soient respectées. Et donc, l'administration de la justice, vous venez de le dire, élève une nation lorsque les personnes qui s'adressent aux institutions, aux cours et tribunaux avec les parquets, tels qu'ils sont organisés par la loi, obtiennent des solutions aux problèmes de la société. Et donc, il y a des décisions judiciaires, il y a des ordonnances. Et faut-il aussi que ces décisions judiciaires soient exécutées pour effectivement rétablir les personnes dans leurs droits. Voilà le problème avec l'administration de la justice. Merci beaucoup, Maître Henri. Mais est-ce que cette administration de la justice, puisque nous sommes au Congo, nous allons parler de l'administration de la justice en RDC, est-ce que cette administration fait face à des obstacles ou à des défis? Des obstacles, effectivement. Oui, il y a des obstacles, il y a plusieurs obstacles. Parmi les obstacles, c'est en ces termes que nous voulons dire que c'est bien aujourd'hui que l'on parle de la mauvaise administration de la justice. La justice est malade. Ça, c'est le chef d'État, le président de la République qui a parlé, qui a touché ce mot-là. La justice est malade. Et s'il faut maintenant aller dans le détail, comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette justice malade, c'est là, nous saluons encore ici l'initiative de son Excellence le ministre de la Justice, Mr. Constant Tamba, qui a déjà commencé avec des ateliers pour réfléchir sur l'application de la politique nationale de la réforme de la justice. Nous avons toute une politique nationale de la réforme de la justice, mais qui n'est pas appliquée. Alors, il y a des défis par rapport à cette politique, à la mise en œuvre de cette politique. Parmi ces défis, c'est bien sûr le problème du Conseil supérieur de la magistrature, l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature et les moyens qui lui sont dotés, les financements qui sont dotés.
Donc, il paraît que au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de moyens suffisants pour permettre que le travail soit fait dans les bonnes conditions. Parmi ces problèmes, ce sont les infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructures suffisantes. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est un problème sérieux. Nous avons 26 provinces, mais nous n'avons pas de tribunaux de paix partout, dans toutes les provinces et dans tous les territoires. S'il y en a, mais allez voir dans quelles conditions les gens travaillent. Et s'il faut même parler de Kinshasa, allez voir dans quelles conditions. D'abord, l'instruction des affaires se passe. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de personnes dans une petite cellule, dans une petite salle, et les juges là, dans des conditions vraiment comme des gens qui sont étouffés. Donc ce sont des sérieux problèmes que nous avons. Ce sont des obstacles pour la organisation de la justice. Pour ne pas négliger non plus les moyens à la disposition des magistrats, tant du parquet que du tribunal et dans toutes les juridictions, leur rémunération n'est pas à la hauteur du travail qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de travail, mais la rémunération ne suffit pas. À un certain moment, on a dit qu'ils touchaient $1000. Mais avec toute la dévaluation qu'on a connue, c'est $1000 divisé par combien? Si en 2015 ou avant 2015, 2011, $1000 avec le taux de 9000 comme quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 28. Et ça représente combien? Donc voilà autant de questions. Je crois qu'il y a ce problème qui est important à résoudre. C'est vrai, mais c'est aussi un problème dans beaucoup d'autres institutions où les salaires sont bas et il y a beaucoup d'écarts de salaire quand vous voyez dans le ministère, quand vous voyez au Parlement, quand vous voyez donc chez les magistrats. Donc il y a et même chez les enseignants. Des écarts criants. Chez les avocats, et non, les avocats ne sont pas plus. Les enseignants, par exemple. Chez les enseignants, à l'université comme au primaire, les policiers, oui, on va traquer sur les policiers. Les militaires ne font pas correctement le travail. Ils sont allés tuer les gens à la prison de Makala et tout ça. Ils dérangent les gens en cours de route, les polices de circulation routière. Il y a beaucoup de choses là. Mais combien ils sont payés? Et lorsqu'on veut comparer ce salaire avec le salaire des homologues dans la région même, dans la sous-région en Afrique centrale et dans le monde, c'est vraiment un problème sérieux. Nous avons des problèmes importants, mais les lois ne sont pas suffisamment vulgarisées. La sensibilisation, la formation elle-même à la base du magistrat. Il y a beaucoup de problèmes. Et nous pensons que s'il y a des travaux qui sont faits, et des analyses profondes, et si l'on apporte des moyens nécessaires, le gouvernement pourra vraiment faire une grande différence pour que tous les obstacles qui existent là puissent devenir des atouts en vue d'améliorer l'administration de la justice. Donc, à commencer par le corps lui-même, donc le ministère de la Justice, qui doit avoir, n'est-ce pas, toute son autonomie et faire le travail de suivi. Aujourd'hui, j'ai vu des messages d'un syndicat des magistrats qui parle de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Il dit non, c'est pas bien fait, le cadre légal n'est pas bon. Mais on a besoin d'un service qui s'occupe de l'inspection de l'administration de la justice, de l'administration pénitentiaire. Si le cadre n'est pas bon, il faut qu'on améliore le cadre. Il faut qu'on prenne des textes pour améliorer et qu'on donne tous les moyens nécessaires, même des moyens financiers aussi pour l'inspection. Et nous avons eu la chance, madame, de participer à l'élaboration, au suivi, au plaidoyer pour la loi sur le statut des magistrats en 2006. Donc on a fait le suivi, on a fait des propositions. Mais à l'époque déjà, il y avait par moments des confrontations entre les syndicats des magistrats.
entre eux, il y avait des confrontations. Nous avons participé avec des travaux, n'est-ce pas, de l'USAID et une ONG là, internationale qui accompagnait le processus. Donc c'était très intéressant. Donc ça vaut la peine aujourd'hui qu'on puisse réexaminer tous ces problèmes. Il faudrait une justice qui soit à même d'assurer la dignité, n'est-ce pas, de la personne humaine. C'est ça l'objectif de la justice. C'est le respect de la dignité de la personne. Mais est-ce que notre justice est à ce stade-là? Est-ce que notre justice... Il y a des décisions impossibles. Des décisions où on peut, en même temps, on confirme le jugement, en même temps, on annule la décision. Il y a beaucoup de choses. Ou parfois, ce sont des avant-dire droit. On prend des jugements, avant-dire droit, jugement, avant-dire droit. Quelque part, la réalité est là. Il y a un problème. Et ce problème nécessite l'apport de tout le monde. Et les magistrats, la population et les pouvoirs. Mais si on dit qu'il n'y a pas de problème, en tout cas... C'est se voiler la face. C'est se voiler la face. La réalité est là, c'est qu'il y a des problèmes. Et c'est ce stade, moi, que je dis, les hauts magistrats qui sont soucieux de la bonne administration de la justice, qui devraient faire la différence. Il y a d'autres problèmes, des défis, c'est les chambres disciplinaires. On a prévu dans chaque province des chambres disciplinaires. Et au niveau national, chambre nationale. Quels sont les moyens qui sont donnés pour qu'on puisse juger les magistrats dans ces chambres? Est-ce qu'on peut avoir la franchise de dire combien de cas on a reçus et combien de magistrats ont été sanctionnés? Combien de cas ont été reçus, recevables, et combien ont été condamnés avec la prise à partie devant la Cour de cassation? C'est autant de questions. Donc, quelque part, les hauts magistrats qui voudraient, qui souhaitent qu'il y ait un changement, ils doivent, n'est-ce pas, avoir un orgueil, un sursaut pour dire qu'il faut sanctionner. C'est pourquoi nous avons salué ici l'œuvre du procureur général de la Cour de cassation qui a parlé à un certain moment. Il a même donné des numéros aux gens, appelez, ligne verte. Appelez quand vous avez des situations, il a parlé même des magistrats véreux. Non, c'est important. C'est bien ce qu'il a fait, mais il faut aller jusqu'au bout. L'essentiel, c'est quoi? Qu'on améliore. Parce que quand il y a sanction, les autres se corrigent et ils ne vont pas le faire. Ils ne vont plus le faire. Exactement. Exactement. Et donc, avec tout ce que nous sentons, que l'on dise quoi que ce soit, tout ce qui est ressenti aujourd'hui, sont des signaux d'un changement qui viendra à coup sûr. Quitte à canaliser tous ces efforts-là afin que ce changement arrive et que l'administration de la justice soit au profit de la population. Même la Bible a dit que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Mais si le magistrat, pour rendre l'œuvre de Dieu, il doit recevoir l'argent de la part des justiciables, ça pose problème. Étant donné que tout le monde n'a pas ses moyens. Quand nous disons les agents qui travaillent par-ci par-là n'ont pas d'argent, mais la pauvre population, elle aura l'argent à partir. Voilà, c'est ça, surtout que cette population dise que la justice est coûteuse. Voilà, vous l'avez dit, le chef de l'État dit que la justice congolaise était malade. Et la population dit, Toza Mbongo te, justice est à Namboka Ote, pour avoir de la justice, il faut avoir de l'argent. Alors nous qui sommes des personnes démunies, mettons face à tous ces propos de la population, on va finir par là. Quelles sont quelques recommandations que vous faites, afin que cette population puisse encore redonner confiance en cette justice? Redonner la confiance à la justice, il faudrait que tous les services qui travaillent dans ce domaine puissent se lever et puissent accompagner les réformes nécessaires. Il faudrait, dans d'autres positions qu'on a connues dans ce pays, on a parlé du président de la République au magistrat suprême. Oui, le président de la République a un rôle à jouer. Il est là pour le bon fonctionnement de toutes les institutions. Quand il a fait ce constat, et qu'au niveau du gouvernement et de l'exécutif, on
on adopte des mesures pour arriver à faire des réformes. Je crois que nous devons tous saluer que ces réformes soient faites. Et que ces réformes soient faites en incluant toutes les parties prenantes, y compris la population. La population est aussi représentée par des ONG. Et là, donc le ministère prévoit aussi des consultations populaires pour aller demander à la population et même l'aide judiciaire ou comment elle vit l'administration de la justice. Il y a cette aide judiciaire avec les avocats. Mais les avocats, ils ont un rôle très important à jouer pour la bonne administration de la justice. Et quelle est leur part dans tout ça? Mais il y a des pays où l'avocat stagiaire survit grâce au fonds qui est donné au barreau pour la consultation gratuite. On dit consultation gratuite, mais c'est un peu de moyens qu'on donne à l'avocat qui commence la profession et qui gagne quelque chose et ça lui permet de survivre, ça lui permet de s'organiser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et il y a toute une politique nationale de la réforme de la justice qui existe, mais qui n'a pas été appliquée totalement. Voilà pourquoi il faudrait envisager maintenant des solutions pour qu'il y ait des réformes et que des réformes qui profitent à tout le monde. Des réformes sans confrontation, sans affrontement. Surtout que tout ce qui se fait dans la justice, c'est pour un objectif. C'est pour que les droits des personnes soient respectés. Si tout le monde se met en tête que la justice existe pour que les droits de l'homme soient respectés, mais l'argent qu'on paye le magistrat, en principe, ça vient de la population. C'est l'argent de l'État congolais, ça vient de cette population-là. La justice est rendue au nom du peuple. Il faut que tout le monde se mette à l'évidence de ces réalités. La justice est rendue au nom du peuple. Il faudrait que ce peuple se retrouve effectivement que la justice est rendue en son nom. Et le magistrat est payé sur base de l'argent de ce peuple. Et le magistrat aussi de veiller, comme le Parlement, à ce qu'il y ait de l'équité dans le partage du revenu national. Le magistrat de lutter pour que la corruption qui sévit dans des services par-ci par-là soit bloquée afin que tout le monde se retrouve. C'est ça, la justice qui élève une nation. Exactement, Maître Henri. Cette justice est rendue au nom de la population, que cette population puisse également trouver sa part dans cette justice. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que c'est ici que s'achève notre émission. Nous tenons à remercier Maître Henri d'avoir répondu présent comme toujours. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs parce que vous avez été nombreux à nous suivre. C'était la DH à la portée de tous, une émission présentée par Maître Jaël Manzambi. Et nous allons également remercier M. Roger Chita qui nous a accompagnés à la technique. On se retrouve prochainement.